Apprendre par la pratique est le meilleur moyen de progresser rapidement, surtout dans la programmation. Et c'est aussi comme ça, moi, que j'ai commencé le React. Et ça m'a permis d'apprendre toutes les bases et de comprendre un peu comment fonctionne le React sans avoir à m'ennuyer devant des cours théoriques. Donc aujourd'hui, je vais te guider pas à pas sur le tutoriel dans la documentation de React qui s'appelle tutoriel tic-tac-toe. Donc le lien c'est celui-là. Et donc on va faire un jeu de morpion, un projet de jeu de morpion. Avant de commencer, si tu me connais pas, moi je suis Clément Touzé et mon but est de t'aider à apprendre le React plus facilement et plus rapidement. Et si en ce moment tu es perdu dans ton parcours pour apprendre le React, je propose du coaching. Je vais t'aider pendant 30 jours, donc je vais t'accompagner personnellement pour que tu progresses le plus rapidement possible et que tu saches toujours quoi faire. Je m'assurerai aussi de répondre à toutes tes questions pendant ces 30 jours. Donc si tu es intéressé, clique dès maintenant sur le premier lien dans la description. Donc c'est parti, je vais commencer le tutoriel du tic-tac-toe. Donc dans ce tutoriel, vous allez construire un petit jeu de tic-tac-toe, donc du morpion, en français c'est morpion. Ce tutoriel ne requiert aucune connaissance préalable de React. Les techniques que vous apprendrez dans ce tutoriel sont fondamentales pour construire n'importe quelle appli React. Bien les comprendre vous donnera une compréhension profonde de React et ce tutoriel est conçu pour apprendre en pratiquant. Donc c'est pour ça que je vais t'aider pour le faire. Donc le tutoriel est découpé en plusieurs parties. Tout d'abord, se préparer au tutoriel qui permettra d'avoir un point de départ. Ensuite, le survol qui permettra d'apprendre les fondamentaux, les concepts fondamentaux de React, tels que les composants, les props ou les états. Ensuite, on va finaliser le jeu pour apprendre les techniques les plus courantes en développement React. Et enfin, le dernier point du tutoriel, c'est voyager dans le temps, qui donnera une meilleure perception et des avantages uniques de React. Donc, ils ont mis un exemple directement du projet dès le départ. Comme on l'a vu, c'est un tic-tac-toe interactif. Donc, quand tu vas cliquer sur une case, ça va mettre un X. Et quand tu vas cliquer une nouvelle fois sur une case, ça va mettre un O, et etc. etc. Et si tu arrives à aligner 3X ou 3O, tu gagnes la partie. Voilà, donc là, il y a 3 hauts qui sont alignés, c'est O qui a gagné. Et ensuite, tu peux voir les coups que tu as fait tout au long de la partie, ou revenir au début pour recommencer une partie de Morpion. Donc si ça t'intéresse, tu peux lire un peu le code, mais moi, je vais pas te le détailler, parce que je vais détailler les étapes petit à petit tout au long du projet. Donc pour se préparer à ce tutoriel, il existe deux moyens de le faire. Tout d'abord, c'est avec l'éditeur de code interactif. Donc en fait, ça s'appelle Code Sandbox et ça va te permettre d'avoir un IDE intégré à ton navigateur en gros. Et sinon, la deuxième méthode, c'est d'installer le projet en local en faisant un fork du projet et en le téléchargeant sur ton PC. Mais je vais pas faire ça aujourd'hui. Je vais uniquement me concentrer sur l'éditeur Code Sandbox. Donc je reviens au début dans le paragraphe en dessous de se préparer au tutoriel. Dans l'éditeur de code interactif ci-dessous, cliquez sur Fork en haut à droite pour ouvrir l'éditeur dans un nouvel onglet sur le site web Code Sandbox. Donc c'est ce que j'ai fait ici, j'ai cliqué sur Fork et ça m'a ouvert cette page. Ensuite, Code Sandbox vous permet d'écrire du code dans votre navigateur et de prévisualiser ce que verront les utilisateurs de l'appli que vous aurez créé. Le nouvel onglet devrait afficher un carré vide et le code de démarrage pour ce tutoriel. Donc en effet, ça affiche un carré avec une croix et juste le code de base qui est vide. Donc maintenant, on va faire un survol de l'application qui a été créée dans le code sandbox. Tout d'abord, ils disent qu'il y a trois sections principales, à savoir la section Files, qui contient une liste des fichiers du projet tels que app.js, index.js et style.css. Donc en fait, alors eux, dans l'exemple, c'est sous cette forme-là, mais moi, dans mon exemple, c'est sous cette forme-là. Donc on a un nodebox avec directement les fichiers dans un dossier src et pas à la racine. Donc c'est légèrement différent dans notre cas. Ensuite, il y a la partie du code editor qui affiche le code source. Donc le code editor, ça va juste être cette partie-là, tu vois, c'est juste le fichier app.js, en fait, enfin, c'est juste cette zone où on peut charger les fichiers. Et enfin, le browser qui affiche le résultat du code que vous avez écrit. Donc ça, c'est la partie de droite ici, il y a écrit preview, qui va être un site intégré au site en gros, à la page web, et qui va permettre de montrer le résultat du code juste à gauche. Le fichier app.js devrait être sélectionné dans la section Files. Le contenu de ce fichier dans le code, Editor, devrait être le suivant. Donc là, on a juste une fonction qui est exportée par défaut, qui s'appelle Square, et qui retourne un élément
qui est de cette forme-là, donc c'est-à-dire un bouton avec X, et qui affiche du coup juste X. Maintenant, je vais t'expliquer le fichier app.js. En fait, app.js, du coup, crée un composant. Et un composant en React, c'est ce qui permet de faire... En fait, c'est un bout de code réutilisable qui représente une partie de l'interface utilisateur, et donc qui va pouvoir afficher, gérer et mettre à jour des éléments d'interface. Et donc ce composant, en fait, il est déterminé grâce à une fonction qui retourne ce qu'on appelle du JSX, je vais t'expliquer juste après ce que c'est, et il est exporté par défaut, parce que comme ça, quand on importera le fichier app.js dans un autre fichier, ça veut dire que on pourra accéder au composant square qui veut dire carré ici. Donc le mot-clé JavaScript export rend cette fonction accessible à l'extérieur de ce fichier. Le mot-clé default indique au fichier utilisant votre code qu'il s'agit là d'une fonction principale de votre fichier. Et la deuxième ligne renvoie un bouton. Le mot-clé JavaScript return indique que tout ce qui suit est renvoyé comme valeur à la à l'appelant de la fonction. Donc lorsqu'on appelle la fonction, en fait, la fonction retourne cette valeur-là. Et c'est un bout. Et ce qu'on retourne, c'est un élément JSX. Donc. Et en fait, un élément JSX, ça va être une sorte de HTML qui a été modifié. Donc en fait, un élément JSX est une combinaison de code JavaScript et des balises similaires à HTML qui décrit ce que vous aimeriez afficher. ClassName égale square est une propriété de bouton ou prop qui indique à CSS comment styliser le bouton. Donc en fait, en JSX, ce que tu passes ici en attribut, ça a le nom de prop plutôt que d'attribut. Et comme tu peux le voir, au lieu d'utiliser l'attribut class en HTML, en React, on va utiliser l'attribut className pour définir les classes CSS. Donc le prop className. Ensuite, X est le texte affiché à l'intérieur du bouton et button ferme l'élément JSX, indiquant que tout ce qui suit ne devrait pas figurer dans le bouton. Bon, en gros, on met juste dans le bouton la valeur X, donc la chaîne de caractères X. Là, te prends pas la tête, juste JSX, c'est du HTML modifié qui prend des props à la place des attributs HTML de base. Ensuite, pour le fichier style.css, on peut voir quand on l'ouvre que c'est un fichier CSS de normal, donc je vais pas le détailler plus que ça. Juste il définit quelques classes, à savoir telles que game info ou encore status, et il modifie toutes les balises pour avoir un box sizing à border box. Bon, c'est du CSS de base. Ensuite, on passe au fichier index.js qui permet, comme il dit sur le site, d'être une passerelle entre le composant qu'on a créé et le fichier app.js ainsi que le navigateur web. Donc en fait, le fichier index.js va être un peu la base de comment est-ce que ton site va être généré. Donc en fait, ça va créer un élément root grâce à la fonction createRoot et qui va récupérer l'élément root du fichier HTML présent dans le index.html et il va ensuite mettre tous les éléments que tu définiras dans ton application, donc tous les composants que tu écriras dans cette div là qui a pour idée root. Donc les 5 premières lignes vont d'abord importer un composant qui s'appelle strict_mode de la bibliothèque React. Ensuite, il va importer la fonction createRoot de React DOM/client. Il va importer le fichier CSS et donc appliquer les styles et importer le composant app de, du fichier ./app, c'est-à-dire du fichier app.js. Et ici, on n'a pas mis import square parce que c'est un export par défaut qu'on a fait dans le fichier app.js. Et donc, on peut appeler ici ce qui est importé du fichier app par le nom qu'on veut. Donc la bibliothèque réactive par le navigateur web qui s'appelle React DOM, les styles, donc le fichier CSS, et le composant créé dans app.js. Le reste du fichier connecte tout ça et injecte le résultat final dans index.html au sein du dossier public. Donc, comme je l'ai dit, en fait, ça va initialiser tous les composants du coup qui seront dans notre application à l'intérieur de cette div là. Maintenant, on passe à la section construire le plateau de jeu. Donc tout d'abord, on va aller dans le fichier app.js et on va commencer par faire du coup les 9 boutons du morpion, les 9 cases du morpion en faisant un copier-coller du bouton pour en avoir plusieurs, comme du HTML normal finalement. Cependant, comme tu peux le voir ici, ça me met une erreur qui dit adjacent JSX element must be wrapped in an enclosing tag. Did you want a JSX fragment? Donc en fait, ça va mettre une erreur qui dit que des éléments JSX adjacents doivent être enrobés par une balise englobante. Voulez-vous utiliser un fragment JSX? Puis cette syntaxe là.
Et en fait, l'erreur dans le projet qu'on vient de faire, c'est que un composant React doit toujours envoyer une seule balise. Donc ça veut dire que peu importe quelle balise on met, on est obligé de mettre ces deux balises ici dans une seule balise. On les regroupe dans une seule balise. Et alors, tu peux utiliser une balise div pour faire ça, comme ceci par exemple. Et si je sauvegarde, du coup, ça me met return div, puis les deux boutons, et ça m'affiche plus d'erreur. Mais tu peux aussi mettre ce qu'on appelle un fragment, c'est-à-dire une balise vide. Et en fait, ça va permettre à React de comprendre que tu veux retourner uniquement deux boutons, mais ça va pas rajouter en plus une balise div ici. Donc si on regarde le code HTML produit, en faisant inspecter, tu vas voir que j'ai deux boutons dans la div root, alors que si je mets ici une balise div à la place d'un fragment, ça retourne une div supplémentaire. Donc en fait, ça ignore entre guillemets la div, le fait de mettre un fragment. Donc React l'explique comme ça. Les composants React doivent ne renvoyer qu'un unique élément JSX et non plusieurs éléments JSX adjacents comme nos deux boutons. Pour corriger ça, vous pouvez utiliser des fragments, donc balise vide et la balise vide fermée, pour enrober plusieurs éléments JSX adjacents, comme ceci. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant on peut voir que ça nous a créé du coup deux boutons, et on peut dupliquer, et on peut faire un CTRL-C, CTRL-V sur le bouton pour en avoir 9. Donc je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc j'en ai mis en trop. Voilà. Le problème est que ben, les boutons ils sont pas bien alignés. Donc on va maintenant faire en sorte d'afficher un carré comme ça, mais tout le temps. Donc pour cela, on va créer une balise div qui contiendra la première ligne, une deuxième balise div qui contiendra la deuxième ligne, et la troisième ligne. Donc je vais juste copier-coller ce qui est fait là, et voilà, donc là ça met un display, une grille. Donc ça vient de la propriété board row de CSS, enfin de la classe CSS board row. Donc si on regarde un petit peu, on peut voir ici que on a un board row qui contient un after comme ça, et un square, donc un square qui va être appliqué sur chacun des boutons et qui contient toutes ces valeurs. Voilà, donc le CSS défini, machin, c'est ce que j'ai expliqué. Mais nous avons un problème, votre composant nommé square n'est plus vraiment un carré tout seul. Corrigeons ça en changeant son nom pour board. Donc en fait là on a créé un composant qu'on a appelé carré, mais qui en fait n'est pas un carré, parce que c'est carrément le jeu final en fait, le plateau de jeu. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est transformer ce composant et l'appeler board, et ensuite créer un nouveau composant qui lui-même contiendra chacun des éléments du plateau de jeu, donc des carrés. Donc je renomme cette fonction par board, voilà. Et maintenant on va pouvoir créer un nouveau composant pour chacun des carrés de notre plateau de jeu. Donc je vais passer maintenant à la section fournir des données avec les props. Pour l'étape suivante, vous allez vouloir changer la valeur d'un carré de vide à x lorsque l'utilisateur clique sur le carré. Donc quand on clique sur le carré, juste ça met un X. Vu comme vous avez construit votre tableau jusqu'ici, il vous faudrait copier-coller le code qui met à jour un carré 9 fois, donc un carré une fois par carré, et donc c'est pas la meilleure solution. Donc ici ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de faire un copier-coller, l'architecture de composants de React vous permet de créer un composant réutilisable pour éviter du code dupliqué mal fichu. Donc en fait, on va créer un nouveau composant qu'on va appeler square, parce que c'est le nom de la fonction qu'on va donner. Donc function square, entre accolades, qui va retourner du JSX, JSX que je rappelle est une sorte de HTML modifié, et qui va retourner du coup 1 par exemple. Donc j'ai copié le premier carré que j'ai mis dans la fonction square. Ensuite, on va vouloir réutiliser ce composant plusieurs fois en utilisant cette syntaxe-là. Donc j'ouvre une balise, j'écris le nom de la fonction qui est le composant, et je referme la balise directement parce qu'on n'en a pas besoin dans ce cas-là. Ensuite, je vais juste copier-coller ce composant trois fois dans chacune des lignes du plateau de jeu, et j'ai juste oublié de mettre dans la fonction les parenthèses ici, donc je vais les rajouter, c'est pour ça que j'avais une erreur. Et voilà, donc là on a le composant dupliqué 9 fois. Le problème est que du coup nous on veut pas uniquement des 1, on va pouvoir mettre des croix ou des ronds. Donc c'est ce qu'ils disent ici. Remarquez que contrairement aux divs du navigateur, vos propres composants board et square doivent avoir un nom qui démarre par une majuscule. Ah oui, ça je ne l'ai pas précisé, mais tous les composants que tu crées, donc toutes les fonctions qui retournent du JSX que tu crées et qui sont des composants du coup, doivent commencer par une majuscule. Ça permet à React de comprendre que c'est un composant. Donc vous avez perdu les cases numérotées que vous aviez jusqu'à là. À présent, chaque arrêt dit 1. Pour corriger ça, vous allez utiliser des props.
pour passer la valeur que chaque carré devrait avoir depuis le composant parent, donc c'est-à-dire board, vers les composants enfants. Donc on va transmettre depuis ici une propriété, un nombre, qui permettra de définir quel est le numéro du carré finalement. Donc en fait, tu vas passer un argument à un composant, et pour cela, tu vas devoir mettre dans ton composant enfant, dans notre cas c'est square, cette syntaxe-là, donc entre les parenthèses, tu vas vouloir passer un objet qui contiendra du coup une variable, et en fait cette variable prendra la valeur que tu passeras ici en props dans la balise du composant. Donc value ici sera une propriété du composant square, donc un props, et je vais pouvoir récupérer cette valeur dans square ici en faisant value égale entre accolades une valeur, donc par exemple 1. Bon là ça me met une erreur mais je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas normalement c'est correct ce que l'on fait. Donc function square entre parenthèses un objet qui contient la variable value indique que le composant square peut recevoir une prop nommée qui s'appelle value. Donc pour préciser, en fait, toutes les props que tu vas passer à ton composant vont être, vont être accessibles depuis le premier paramètre ici de ton square, et tu peux y accéder du coup en faisant props, et en fait props sera un objet avec toutes les propriétés que tu auras mis ici dans le composant. Mais les meilleures pratiques sont de mettre directement le nom de la variable tel que value. Utilisez maintenant la value plutôt que 1 dans l'affichage de chaque carré. Donc là, je vais remplacer le 1 par value. Mais le problème est que, comme tu peux le voir, ça affiche la chaîne de caractères value. Et en fait, si tu veux afficher la valeur de ta variable value, tu dois la mettre entre accolades. Vous voulez afficher le contenu de la variable JavaScript nommée value au sein de votre composant, pas le mot value. Afin de vous échapper vers JavaScript depuis JSX, vous avez besoin des accolades. Ajoutez des accolades autour de value dans votre JSX comme ceci. Donc ça va permettre d'afficher directement la valeur de value. Et alors moi j'ai transmis ici la valeur 1, et comme tu peux le voir, le premier carré du coup affiche la valeur 1. Donc tu peux ajouter une props value à chacun des autres composants square qui sont affichés par le composant board. Donc dans le premier cas on va mettre value égale 1, ensuite value égale 2, jusqu'à value égale 9. Voilà, donc là ça affiche les cases 1 à 9 de notre jeu. Alors eux dans leur exemple du coup ils disent de passer la props value par une chaîne de caractères. Et alors moi j'avais mis juste entre accolades, donc je vais le changer et le mettre entre parenthèses directement. Donc value égale 1, ça va transférer une chaîne de caractères qui aura la valeur 1. Maintenant je vais copier le reste et faire ça pour toutes les bah, jusqu'à la fin, et avoir les cases 1 à 9. Voilà, donc là on a les cases 1 à 9, et le code final ressemble à ça. Donc c'est ce qu'on a. Maintenant on peut essayer de rendre le composant interactif, donc on va faire en sorte que lorsqu'on clique dessus, ça met un X plutôt que ça affiche juste les valeurs en fixe pour l'instant. Donc pour cela, on va devoir faire un handle click. Et un handle click va être une fonction qui a pour rôle de gérer les événements du clic lorsqu'on clique sur le bouton. Donc sur le bouton, sur un des boutons carrés. Pour cela, on va donc déclarer une fonction au sein du composant square et l'ajouter en props sur la propriété onClick de l'élément JSX renvoyé par le square, c'est-à-dire de l'élément button. Donc function handle click entre parenthèses entre accolades, et je passe cette fonction handle click en tant que props au bouton qui est juste là sur l'attribut onClick. Donc onClick égale handle click, et je vais mettre un console.log comme ils ont mis, console.log cliquer, et afficher la console. Donc quand je clique, ça met bien cliqué. Là, il faut faire attention quand tu passes une fonction pour les gestionnaires d'événements de tes éléments JSX, parce qu'en fait, tu dois leur passer le nom de la fonction sans l'appeler. Parce qu'en fait, là, tu vois, on n'a pas mis de parenthèse, ça veut dire qu'on transfère la fonction directement à la propriété onClick, et dès que tu vas cliquer, ça va appeler la fonction handleClick. Mais si tu mets en plus les parenthèses, en fait, tu vas appeler la fonction handleClick
lorsque le composant est affiché. Et c'est pas le comportement que tu veux. Donc là, en fait, par exemple, si je refresh la page, comme tu peux le voir, ça m'affiche cliquer parce qu'en fait, au moment où le composant il a été rendu, ça a appelé la fonction handleClick. Donc nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut uniquement que ça l'appelle quand on clique dessus. Donc, il faut pas mettre les parenthèses en plus quand tu le passes à la fonction onClick. Donc désormais, si vous cliquez un carré, on voit le message cliquer. OK. Et ah oui, alors là, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, on peut ouvrir directement la console du navigateur plutôt que la console de l'IDE. Bon, ça change rien. Moi, j'ai pris la console de l'IDE, enfin de Code Sandbox. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est afficher un X lorsqu'on clique sur une case. Et donc en fait, finalement, on veut que le composant se souvienne qu'on lui a cliqué dessus. Et pour cela, il faut qu'on utilise un état. Parce que les composants utilisent l'état, sauvegarder temporairement en fait la valeur. React fournit une fonction spéciale appelée useState que vous pouvez appeler depuis votre composant pour qu'il se souvienne de choses. Stockons donc la valeur actuelle de square dans un état et modifions-la quand on clique sur le square. Pour cela, on va devoir d'abord importer useState au début du fichier, retirer la propre value du composant square et la remplacer par une nouvelle ligne au début de la fonction square qui s'appelle useState. Donc on va faire import useState from React. On va supprimer la fonction le props value du coup comme c'est dit juste là. Et on va le supprimer aussi des composants qu'on a appelés dans le composant board. Et on va pouvoir ajouter l'état avec cette syntaxe là. Donc const, un tableau, parce qu'en fait le useState retourne deux choses. Un tableau qui contient en première position un état, et en deuxième position une fonction qui va permettre de mettre à jour l'état. Et lorsqu'on va mettre à jour l'état avec cette fonction, ça va actualiser la valeur affichée de cet état sur la page. Donc const value, set value. Et en fait, cette syntaxe-là, c'est une bonne convention d'écriture. Tu vas faire en sorte d'appeler ta variable ici, set, puis une majuscule du nom de la variable en fait que tu as définie juste là. Donc nous, c'est value. Donc c'est-à-dire qu'on met set suivi de v majuscule, suivi de value en fait. Égale use state, entre parenthèses nul, parce que ça va permettre de définir la valeur de value à nul lorsque le composant sera affiché pour la première fois. Donc comme c'est dit juste là dans le site, value stocke la valeur et setValue est une fonction qu'on peut utiliser pour modifier la valeur. Le nul passé à useState est utilisé comme valeur initiale de la valeur d'état, de sorte que value démarre ici à nul. Puisque le composant square n'accepte plus de props, vous pouvez retirer les props value des 9 composants square créés dans le composant board. Donc ça c'est ce que j'ai fait juste avant. Donc ça donne ça. Et maintenant, on peut modifier square pour afficher un X quand on clique dessus, plutôt qu'un console.log. Donc on va aller dans le gestionnaire d'événements qu'on a créé qui s'appelle handleClick et mettre setValue à la chaîne de caractères X. Donc on retire ça et on va faire setValue, entre parenthèses, une chaîne de caractères qui va être à X. Comme ça, quand tu cliques dessus, ça affiche le X. Donc maintenant, en appelant la fonction set depuis le gestionnaire onClick, on demande à React d'afficher de nouveau le square à chaque fois qu'on clique sur le bouton. Après la mise à jour, la value de ce square sera X, et vous verrez donc un X sur le plateau de jeu. Cliquez n'importe quel carré et un X apparaît. Donc en fait, ce que ça dit, c'est que ta valeur de base, elle est à nul. Tu vas appeler la fonction setValue lorsque tu vas cliquer sur ton bouton. SetValue va changer la valeur de value par un X du coup, mais la particularité est que vu que tu as appelé la fonction setValue, React va comprendre que la valeur de value a changé et va réafficher tout ce qui est retourné ici par ce composant square et donc va actualiser automatiquement la page sans faire un refresh, ça va juste modifier les éléments du DOM pour faire en sorte que ton bouton contienne un X à l'intérieur. Donc ça va automatiquement réafficher la nouvelle valeur de value. Chaque square a son propre état, la value stockée par chaque square est totalement indépendante des autres. Lorsque vous appelez la fonction set dans un composant, React met automatiquement à jour ses composants enfants aussi. Donc en fait, ça veut dire que tous les composants enfants à un composant qui justement a une valeur d'état qui a été mise à jour vont être de nouveau réaffichés. Donc si tu avais mis cet état par exemple ici et que tu avais appelé cette value dans le handle click juste là, ben ça veut dire que tu aurais réaffiché
tous ces composants ici, donc tous les composants square en même temps. Alors que là, en mettant l'état dans un composant square, ça va réafficher uniquement le composant square qui a été cliqué. C'est-à-dire que si je clique sur le premier square, c'est uniquement ce square-là qui va être réaffiché. Si je clique sur le deuxième, c'est uniquement le deuxième qui va être affiché. Après que vous aurez fait les modifications ci-dessus, votre code devrait ressembler à ceci. Donc je passe juste voilà pour que tu vois qu'on a bel et bien le même code. Et quand on clique, ça fait correctement, ça change correctement l'état et donc ça affiche correctement le X. On passe maintenant à la section outils de développement React. Les outils de développement React, donc les React DevTools en anglais, vous permettent d'examiner les props de l'état du composant React. Vous les trouverez dans l'onglet React DevTools en bas de la section Browser de Code Sandbox. Donc en fait, ce qu'il dit, c'est que sur Code Sandbox, quand tu ouvres la console, normalement tu as du coup le DevTool dans une section ici de la console sur le site, mais je le trouve pas. J'arrive pas à comprendre où est-ce que c'est parce que j'ai pas exactement ça. Donc c'est pas grave, je vais te montrer comment est-ce que on fait et comment est-ce que tu vas faire sans Code Sandbox pour ouvrir le React DevTool, donc qui te permettront de faire une inspection des composants directement en React. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu pourras voir directement les états que tes composants React ont sur la page. Donc là, en fait, sur le screenshot, tu peux voir que quand tu cliques sur un square, tu as une propriété, enfin, tu as une catégorie hooks qui contient l'état avec X. Ça veut dire que l'état du square est X. Et en fait, ça, tu l'obtiens grâce à une extension, normalement, qui est celle-là. Donc ça s'appelle React DevTool. Si je vais sur gérer l'extension, voilà, ça s'appelle React Developer Tool. Donc tu installes cette extension sur le Chrome Web Store ici. Donc tu fais rechercher, celle-là, tu l'installes, et ensuite, quand tu es sur ta page avec tes composants, tu vas pouvoir aller dans inspecter, donc tu fais clic droit inspecter ou F12, tu vas dans les deux crochets ici, dans les deux flèches, et tu vois, tu as deux nouvelles catégories qui apparaissent, à savoir composant et profiler, et quand tu cliques sur composant, en fait, tu peux voir que tu as directement tous tes composants qui sont générés. Et donc, tu n'as plus qu'à aller dans cette petite onglet ici et cliquer sur le composant dont tu veux voir l'état. Donc là, ici, c'est un peu bizarre parce que c'est avec Code Sandbox. Mais toi, quand tu développeras en local, tu pourras directement utiliser cet outil correctement. Donc, je vais skip ce passage-là et juste te le montrer avec la documentation. Donc pour examiner un composant spécifique à l'écran, utilisez le bouton en haut à gauche des outils de développement React, donc ça c'est ce que je viens de te montrer, sauf que tu peux le faire directement dans Code Sandbox, dans l'exemple, et donc j'ai pas pu faire ça. Donc la remarque c'est ce que je viens d'expliquer en fait. Maintenant on veut finaliser le jeu, donc à ce stade vous avez toutes les briques élémentaires de votre jeu Tic-Tac-Toe. Pour finaliser le développement du jeu, on veut placer des X et des O en alternance quand on clique sur une case vide. Donc pour cela on va devoir faire remonter l'état. Parce que actuellement, chaque composant square maintient une partie de l'état du jeu. Sauf que nous, si on veut déterminer qui a gagné, on va devoir faire en sorte que le composant board connaisse en fait l'état de chacun des 9 composants et calcule le fait que euh, là, j'ai une ligne qui est que de rond ou que de croix, donc je sais que c'est tel joueur qui a gagné. Donc là, en fait, il faut commencer un petit peu à penser en React. Donc je vais te lire les paragraphes ci-dessous. Comment vous y prendriez-vous? Vous pourriez d'abord penser que le board a besoin de demander à chaque square quel est son état interne. Même si une telle approche est techniquement possible en React, nous la déconseillons car elle engendre du code difficile à comprendre, difficile à remanier et fortement sujet aux bugs. La meilleure approche consiste plutôt à stocker l'état du jeu dans le composant parent board plutôt qu'éparpillé dans chaque square. Le composant board peut dire à chaque square quoi afficher en lui passant une props, comme vous l'aviez fait en passant un nombre à chaque square. Donc en fait, on va pas faire en sorte que ce soit chaque square qui a un état qui est contrôlé par lui-même finalement, par le composant, mais on va faire en sorte que le board contrôle tous les états des 9 carrés. Pour récupérer, pour récupérer des données depuis de multiples enfants ou pour que deux composants enfants communiquent l'un avec l'autre, déclarez plutôt leur état partagé dans le composant parent. Donc si, imagine que je veux faire communiquer le composant square numéro 2 ici et le composant square numéro 1, alors je dois
déclarer un état dans le composant parent le plus proche. Dans notre cas, c'est le composant board. Le composant parent peut transmettre cet état à ses enfants via les props. Donc ensuite, il ne restera plus qu'à ajouter des props à chacun des squares, justement pour avoir les informations nécessaires au jeu. Ça permet de garder les enfants synchronisés entre eux, ainsi qu'avec leurs parents. Faire remonter l'état dans un composant parent est une pratique courante lors de la refonte du code des composants React. Donc en fait, tu vas être souvent amené à faire ce genre de choses quand tu développes en React. Tirons parti de cette opportunité pour essayer ça. Modifier le composant board pour qu'il déclare une variable d'état nommée squares qui contient par défaut un tableau de 9 nuls, donc de 9 éléments ayant comme valeur nulle, correspondant aux 9 cases. Donc on va faire ça, juste là ici, const square, squares avec un S, égale useState, entre parenthèses la valeur initiale de notre tableau de jeu, à savoir une array, donc une liste de longueur 9, dont chacun des éléments prendra la valeur nulle. Ensuite, quand on modifiera le tableau, du coup, la variable ressemblera à ça par exemple. Donc 0 sur le premier élément, ça veut dire qu'il y a un 0 sur cette case-là. X sur le troisième élément, ça veut dire qu'il y a un X sur cette case-là, la troisième, etc., etc. Donc de gauche à droite et de haut en bas. Le composant board doit maintenant passer la props value à chaque square qu'il affiche. Donc comme on l'a dit, vu que c'est ce composant qui gère l'affichage de la valeur de chacun des squares, on doit passer en props, du coup la value correcte. Donc on va afficher pour le premier square, squares. Ah oui, et je me suis trompé ici. Alors attention, je me suis trompé. J'ai oublié de mettre entre crochets square, set square. Donc n'oublie pas de mettre ça ici plutôt que juste square. Et donc maintenant on peut faire squares, donc les carrés de 0 pour dire que mon premier carré prend la valeur du premier élément de la liste. Le deuxième carré prend la valeur du deuxième élément de la liste, etc., etc. Et il ne reste plus qu'à aller dans le composant square pour faire en sorte qu'il accepte un props value, une prop value, et on peut lui retirer aussi son état. Voilà, comme ça la value qui est affichée sera la value définie par le prop value, elle-même définie par la valeur de square. Et en plus, je peux aussi supprimer la fonction handle click. Voilà. Donc, si je refresh, on aura un tableau vide, ok. Et comme c'est dit juste là, chaque square reçoit une valeur qui est soit de x, soit de o, soit de nul. Voilà, donc maintenant, il ne reste plus qu'à faire en sorte de modifier la valeur de square ici depuis le composant square. Donc, vous allez devoir trouver un moyen pour que le composant square mette à jour l'état du board. Dans la mesure où l'état est défini de façon privée par chaque composant, vous ne pouvez pas mettre à jour l'état de board directement depuis Square. Donc c'est pour ça qu'on a changé et qu'on a fait remonter l'état ici. Dans la mesure où un état est défini de façon privée par chaque composant, vous ne pouvez pas mettre à jour l'état de board directement depuis Square. Donc en fait, on va pas pouvoir passer la fonction en props ici qui s'appelle setSquares. On va devoir, parce que c'est une mauvaise pratique de programmation, on va devoir utiliser cette fonction square dans une autre fonction qui va permettre de gérer l'état. Donc par exemple, comme c'est dit juste là, on square click, donc function on square click, sans égal. Et là, dans cette fonction, on va pouvoir appeler set square. Mais on ne peut pas passer directement set square en props. Par contre, à l'inverse, on peut passer la fonction qu'on a créée qui s'appelle on square click en props à chacun des squares. Vous allez plutôt passer une fonction depuis le composant board vers le composant square et ferez en sorte que square appelle cette fonction lorsqu'on clique sur la case. Commencez par définir une fonction que le composant square appellera lors du clic, qu'on appellera onSquareClick. Donc ça c'est ce qu'on vient de faire. Maintenant il faut juste qu'on passe en plus dans la props onClick de square, enfin du bouton de square, la valeur de la fonction, donc onSquareClick. Et ce onSquareClick, pour le retrouver, on va devoir le passer en props ici. Donc c'est ce qu'on vient de faire. Il ne reste plus qu'à passer dans les props du composant square qu'on a appelé dans board la fonction handleClick du coup. Donc eux ils l'ont appelé handleClick dans le composant board
et ils l'ont renommé en gros onSquareClick dans le composant square. Donc c'est ce qu'on va faire en fait. Je vais juste changer du coup le nom de cette fonction par onClick, non onDoubleClick, et la passer en props à chacun des squares. Voilà, donc là, le code ressemble à ça. Et il reste plus qu'à faire la fonction handleClick pour faire en sorte qu'elle mette à jour du coup le tableau de square, pour faire en sorte d'afficher soit une croix, soit un rond lorsqu'on clique. Donc const next squares égale squares.slice. Ça va permettre en fait de créer une copie du tableau squares. Et alors il y a d'autres moyens de copier un tableau, mais là c'est la méthode qu'ils utilisent dans ce tutoriel. Donc next squares égale squares.slice. Donc créer une copie de squares. Ensuite next squares de 0 égale à x. Et je mets à jour l'état en passant en paramètre à la fonction setSquares, nextSquares. Donc comme c'est dit là, la fonction handleClick crée une copie du tableau squares grâce à la méthode de tableau JavaScript slice. Ensuite, handleClick met à jour le tableau nextSquares en ajoutant un x à la première case, donc à l'index 0 du tableau. On appelle alors la fonction setSquares pour avertir React que l'état du composant a changé. Ça déclenchera un nouvel affichage des composants qui utilisent l'état squares, ainsi que tous les composants enfants, c'est-à-dire les composants square qui constituent le plateau. Donc ici, vu que l'état a changé, ça va réafficher tous les composants là, et ainsi que tous les composants qui utilisent la valeur de squares. Alors moi là actuellement j'ai un problème avec la fonction handleClick. Je sais pas pourquoi ça me met une erreur avec quand j'utilise le mot-clé function pour déclarer la fonction. Donc je vais le changer en une fonction fléchée en faisant const handleClick égale entre parenthèses, puis le symbole supérieur à. Ça permet de faire une fonction fléchée. Donc là en fait quand on clique sur une des cases, ça nous met un X, mais uniquement sur la première case de T-square. Et alors là la remarque qu'ils font c'est que vu qu'on a défini handleClick dans la fonction ici board finalement, et en fait handleClick du coup va avoir accès à la variable square, et c'est pour ça qu'on peut faire ici square.slice, parce que square a déjà été défini juste avant, même si la fonction est exécutée à cet endroit là. Donc maintenant on veut faire en sorte de passer un paramètre à la fonction handleClick pour faire en sorte de retrouver quel est l'élément quel est le numéro de la case sur laquelle on a cliqué. Donc handleClick va prendre en paramètre i qui sera l'index de la case cliquée, et on va changer ici le 0 par le i pour dire lorsque je clique sur la case i, ça met un x à la place. Et ensuite, vous allez devoir passer ce i à handleClick. Vous pourriez essayer de définir directement la props onSquareClick des cases à handleClick 0 comme dans le JSX ci-dessous, mais ça ne marchera pas. Donc en fait, si tu fais handleClick entre parenthèses 0 pour dire que le carré est le carré numéro 1, ça ne marchera pas parce qu'en fait tu vas appeler directement la fonction handleClick. Donc ça c'est ce que j'avais expliqué un petit peu plus avant. Voici pourquoi ça ne marchera pas. L'appel handleClick fera partie du rendu du composant du plateau. Donc quand le composant sera rendu en fait, ça va appeler la fonction. Puisque handleClick 0 altère l'état du plateau en appelant setSquare, votre composant plateau tout entier va refaire un rendu, mais celui-ci appellera à nouveau handleClick 0, ce qui revient en fait à faire une boucle infinie d'affichage des composants. Et donc tu vas avoir l'erreur too many re-renders si tu fais ça. À savoir trop de rendus successifs. Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas ce problème plus tôt? Parce qu'en fait on passait la fonction handleClick sans définir les parenthèses, donc on passait la fonction handleClick comme prop. Mais on ne l'appelait pas directement. Mais en faisant ça, on l'appelle directement. Donc c'est pourquoi elle s'exécute trop tôt la fonction, en fait elle s'exécute au moment du rendu. Et donc pour corriger ça, bon nous on l'a pas fait directement, enfin moi je te l'ai pas montré directement parce que je préfère pas écrire cette erreur. Mais pour faire en sorte de passer en paramètre du coup l'index ici à la fonction handleClick, on va devoir créer une nouvelle fonction qu'on va appeler handle first square click, qui appelle elle-même la fonction handleClick
et qu'on passera directement en props. Donc en faisant ça, ça permettra de plus avoir de boucle infinie et donc de plus avoir cette erreur. Et donc en fait, pour corriger ça, on peut créer une nouvelle fonction qu'on peut appeler par exemple handle first square click, qui appelle elle-même handle click de 0 pour le cas de la case 0. Et ensuite, on passe cette fonction handle first square click à on square click. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'on aurait 9 fonctions euh, pour, euh, pour appeler chacune des fonctions handle click. Mais on a une méthode qui est un peu plus simple pour faire ça. On peut directement passer une fonction fléchée, comme ça, qui va appeler la fonction handleClick. Comme ça, en fait, tu passes toujours en paramètre, en props du coup. Comme ça, en fait, tu passes toujours en props une fonction, qui est une fonction ici qui est cette fonction-là. Mais cette fonction va appeler en plus handleClick et lui passer en paramètre l'index sur lequel on veut modifier. Et en fait, faire ça, ça revient à l'équivalent de faire const handle, handle first square click, comme ça, et handle click de 0. Voilà, ça revient à faire ça en fait. Mais pour pas avoir 9 fonctions handle click, on va directement passer la fonction fléchée en props. Voilà, donc il ne reste plus qu'à copier-coller et à changer l'index à chaque fois qu'on veut modifier. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc j'ai sauvegardé, ça m'a un peu reformaté le code. Mais maintenant, quand je clique sur les cases, tu peux voir que ça m'affiche bel et bien le X au bon endroit. Donc c'est pour ça qu'ils disent ici définir 9 fonctions distinctes avec les noms dédiés c'est verbeux. Faisons plutôt comme ça. Donc en fait, ils disent on passe directement à une fonction fléchée. Remarquez la nouvelle syntaxe entre parenthèses flèche. Ici, entre parenthèses flèche, handle click 0 est une fonction fléchée, une syntaxe plus concise de définition de fonction. Quand on cliquera sur la case, le code après la flèche, donc après la flèche comme ça, sera exécuté, appelant alors handle click de 0. Il ne reste plus qu'à mettre à jour les 8 autres cases, donc ça c'est ce qu'on vient de faire, et quand on clique ça met bel et bien la bonne case à jour. Et le truc c'est que cette fois-ci, en fait on arrive à afficher chacune des cases sur le bon carré, mais c'est géré par le composant parent à ces carrés, c'est-à-dire board, donc par le plateau de jeu. À présent que votre gestion d'état est dans le composant board, le composant parent board passe les props au composant enfant square, de façon à ce qu'il soit affiché correctement. Lorsque vous cliquez sur un square, le composant enfant square demande désormais au composant parent board de mettre à jour l'état du plateau. Donc, il appelle la fonction onSquareClick qui appelle elle-même la fonction handleClick. Lorsque l'état de board change, aussi bien le composant board que tous les enfants square refont leur rendu automatiquement. Donc, React va re-rendre tous les composants contenus dans board, tous les composants affichés par board, parce que sa variable d'état a été modifiée, parce qu'une de ces variables d'état a été modifiée. Conserver l'état de toutes les cases dans le composant board nous permettra plus tard de déterminer qui gagne. Donc voici un petit résumé de ce que ça fait pour l'instant l'application. Le clic de la case supérieure gauche exécute la fonction que le bouton a reçue dans sa propre onClick depuis le composant square. Donc lorsqu'on clique, ça appelle onSquareClick. Ce composant square a reçu cette fonction dans sa propre onSquareClick fournie par board. Le composant board a défini cette fonction directement dans son JSX. Elle appelle donc handleClick avec un argument de 0. Ça c'était pour le cas en haut à gauche. HandleClick utilise son argument qui est 0 pour mettre à jour le premier élément du tableau square, le faisant passer de nul à x, et l'état squares du composant board est mis à jour. Du coup board et tous ses enfants vont être réaffichés, donc vont être ré-rendus. Ça modifie la propre value du composant square d'index 0 pour passer de nul à x. Voilà, donc ça c'était le récap pour lorsque l'utilisateur clique sur la case supérieure gauche. Et donc au final, oui, il voit que la case a changé parce que le composant a été ré-rendu. Donc là ils disent, la remarque c'est que l'attribut onClick de l'élément DOM-button a un sens particulier pour React. Parce qu'en fait, il s'agit d'un composant natif au navigateur, donc button est un composant natif, c'est du HTML quoi. Et pour les composants personnalisés comme Square, vous pouvez nommer vos propres props comme bon vous semble. Vous pourriez donner n'importe quel nom à la props onSquareClick de Square,
ou la fonction handleClick de board. On n'est pas obligé de mettre on quelque chose par exemple. Vu que c'est nous qui avons créé ce composant, on met le nom des variables qu'on veut en props. Par contre, vu que button c'est des composants natifs, on est obligé de mettre en props onClick pour le gestionnaire d'événements du click. Dans React, la convention de nommage consiste à utiliser onSomething pour les props qui représentent des événements et handleSomething pour les fonctions qui gèrent ces événements. Donc, dans notre cas, par exemple, onSquareClick ça permet de représenter l'événement et handleClick ça permet de gérer l'événement du click. Voilà, maintenant on va passer à une autre section qui s'appelle pourquoi l'immutabilité est importante. Donc en fait, on a tout à l'heure fait en sorte de déclarer une nouvelle variable ici nextSquare qui prend la valeur retournée par la fonction .slice de squares. Et en fait, ça permet de créer une copie du tableau squares plutôt que de modifier le tableau existant. Et en fait, il faut faire ça parce que on doit garder les variables d'état immuables, donc on ne doit pas modifier directement les variables d'état, et c'est important, donc on va voir ça juste là. Donc en fait, il y a deux approches générales pour faire évoluer les données. La première approche consiste à modifier en place les données en changeant directement les valeurs. La deuxième approche consiste à remplacer les données avec une nouvelle copie, dotée des modifications souhaitées. Donc voici à quoi ça ressemblerait si vous modifiez un tableau squares directement. Donc là, en fait, tu vas modifier l'index 0 du tableau squares par la valeur x, et tu n'as qu'une seule variable, alors que si tu fais un next squares et que tu fais une copie sans toucher les données du tableau squares, voici à quoi ça ressemble. Tu vois bien que tu as un nouveau tableau. Donc en fait, le résultat final est le même, parce que dans les deux cas, on obtient cette valeur-là et cette valeur-là, mais la deuxième approche permet de préserver l'immutabilité. Et en fait, ça a plusieurs avantages. Tout d'abord, ça facilite l'implémentation de fonctionnalités complexes. Donc plus tard dans ce tutoriel, vous implémenterez une fonctionnalité de voyage dans le temps qui vous permettra de consulter l'historique du jeu et de revenir à des coups passés. Ce type de fonction n'est pas spécifique au jeu. La capacité à défaire et refaire des actions est un besoin courant dans les applications. En évitant de modifier les données directement, il devient aisé de conserver leur version précédente intacte pour les réutiliser ultérieurement. Donc en fait, conserver l'immutabilité va te permettre de faire un CTRL Z, en gros. Et ensuite, l'immutabilité présente un autre avantage qui est que par défaut, les composants enfants refont automatiquement leur rendu lorsque l'état du composant parent change. Donc ça inclut les composants enfants qui ne sont en pratique pas concernés par le changement, même si le nouveau rendu n'est en soi pas perceptible par l'utilisateur. Donc vous ne devriez pas activement chercher à l'éviter, même si le nouveau rendu n'est en soi pas perceptible par l'utilisateur. Vous pourriez souhaiter sauter le rendu d'une partie de l'arborescence qui n'est clairement pas concernée pour des raisons de performance. Donc en fait ça veut dire que si tu as un composant parent qui affiche une centaine de composants enfants par exemple, mais que uniquement le premier composant enfant a une valeur qui change, c'est-à-dire utilise une variable d'état dans le composant parent qui a été changé, eh bien tu vas vouloir faire en sorte de ne pas réafficher les 99 autres composants, et pour cela tu es obligé d'utiliser de l'immuabilité. Donc l'immuabilité permet aux composants de comparer leurs données à un coût quasiment nul pour détecter un changement. Et là ils disent qu'en gros tu peux en apprendre davantage sur l'API React avec le mot-clé Memo. Mais c'est un concept avancé, donc pour l'instant ne te concentre pas dessus et apprends vraiment les bases de React et fais un maximum de projets. Donc maintenant on va faire le jeu au tour par tour. On va faire en sorte de pouvoir placer des hauts en gros sur le plateau, plutôt que juste des croix. Et pour cela, on va définir le premier marqueur comme un X par défaut, puis on va garder la trace de ça en ajoutant un nouvel élément d'état au composant board. Donc comme tu peux le voir, on crée une nouvelle ligne qui est un nouvel état qui est is x next, ou plutôt x is next, qui permettra de déterminer est-ce que oui ou non x devra être la prochaine valeur à être assignée à une case. Donc x is next set x is next égale use state de true. Parce qu'au début on veut commencer par un x. Chaque fois qu'une personne jouera le tour,
xNext sera basculé, donc va passer à faux en gros, puis va passer à true s'il était déjà faux. Et pour cela, on va devoir modifier la mise à jour de handleClick qui dit lorsque, donc on va remplacer ça, lorsque x is next est à true, alors next squares de i prend la valeur de x, sinon next square de i prend la valeur de o, comme ça. Et ensuite, il faut aussi changer en plus la valeur du booléen. Donc inverser la valeur du booléen en faisant set x is next, entre parenthèses, l'inverse de x is next. Maintenant, quand on clique, ça devrait voilà, changer entre x et o. Alors, je crois que j'ai mis un 0 plutôt qu'un o. Voilà, je vais mettre un o. Voilà. Mais maintenant, il faut vérifier que la case n'a pas déjà été cliquée, parce que bah, on veut pas faire en sorte de réécrire une case. Donc, si square de i est déjà défini, donc si square de i n'est pas nul, alors je return. Si square de i est déjà défini, je return, c'est-à-dire je ne fais rien. Comme tu peux le voir, je ne peux pas changer les cases qui ont déjà été définies. Donc maintenant qu'on peut alterner entre des O et des X et remplir le plateau de jeu, il faut qu'on calcule quand est-ce que une personne a gagné, quand est-ce qu'un joueur a gagné. Donc pour cela, on va faire une fonction utilitaire qu'on va appeler calculateWinner, qui prend en paramètre ce tableau de 9 cases et qui va vérifier que quelqu'un a gagné ou non, c'est-à-dire qu'il va renvoyer X si X a gagné, O si O a gagné et nul si personne n'a gagné pour l'instant. Donc je vais calculer je vais copier-coller plutôt la fonction calculateWinner, la coller dans mon code. Et en fait, alors je vais pas détailler cette fonction, mais ça permet de dire que lorsque ça fait une ligne horizontale, ligne verticale ou les lignes en oblique, ça retourne la valeur x, o ou nul. Donc maintenant il ne reste plus qu'à appeler la fonction calculateWinner dans la fonction handleClick et on va faire en sorte de l'exécuter au même endroit que lorsqu'une case est déjà remplie, ce qui permettra en fait, de ne rien faire s'il y a déjà un gagnant. Donc square de i ou donc calculateWinner et je passe en paramètre squares. Et alors là, comme ils ont mis dans l'exemple en dessous, il faut qu'on mette next squares en dessous. Par contre, je vais le mettre en dessous, ça change rien, mais je préfère faire comme dans l'exemple. Voilà. Comme ça, si il y a déjà un gagnant, alors on ne peut plus rien faire. Comme tu peux le voir, j'ai cliqué, ça m'a modifié ma dernière case. Donc ça a passé 7 squares à xxx. Et maintenant, quand je re-appuie sur une case, ça exécute cette fonction handleClick. Et même si la case est vide, en fait, calculateWinner va retourner une valeur. Et donc ça va retourner la fonction handleClick sans rien faire. Donc je ne peux pas ajouter de nouvelles valeurs à mes cases. Il reste du coup plus qu'à afficher si quelqu'un a gagné ou non. Donc pour ça on peut afficher X a gagné ou O a gagné. Et pour ça, on va ajouter plutôt une section status au composant board. Et le statut affichera le gagnant si la partie est terminée. Et si elle est en cours, il indiquera à qui est le tour. Donc dans l'exemple, ils définissent un winner. Je vais le faire à la suite directement. Const winner égale calculate winner en passant squares. On crée une nouvelle variable qui va être appelée status, ou statut en français. Et si on a un winner, alors le statut va prendre la valeur de winner plus a gagné. Et sinon, elle va prendre de statut égale prochain tour. Et alors là, ça va vérifier si isNext est à true. Et si isNext est à true, le prochain tour sera à X. Et sinon, le prochain tour sera à O. Voilà. Et il ne reste plus qu'à afficher du coup le statut en faisant une nouvelle div qui affiche la variable du statut. Donc, on va mettre au-dessus de la première ligne div. On va fermer la balise. Et dans ça, on va afficher status. Voilà. Et là, ça affiche bel et bien le prochain tour. Et ça affiche le X a gagné lorsque X a gagné. Voilà, donc grâce à ça, tu as réussi
à apprendre les bases de React, donc avec le useState. Comment est-ce qu'on met à jour un useState? Comment est-ce qu'on passe à, à un enfant un état? Comment est-ce qu'on fait remonter un état? Et comment utiliser les fonctions pour gérer des événements. Et bah, c'est déjà bien, je pense. Maintenant, la dernière fonctionnalité que le site propose est de faire est de faire la fonctionnalité pour voyager dans le temps, donc pour revenir à une étape du jeu. Donc pour cela, on va devoir stocker l'historique des coups. Si nous avions modifié directement le tableau Squares, il aurait été très difficile d'implémenter cette fonctionnalité de voyage dans le temps. Donc là, ils refont référence à l'immuabilité. En fait, vu qu'on a utilisé Slice pour modifier le tableau Squares, eh bien, ça permettra de stocker chaque version passée du tableau Squares et de naviguer entre les coups qui ont déjà eu lieu. Donc pour cela, on va stocker les tableaux Squares passés dans un nouveau tableau appelé History, qui disposera de sa propre variable d'état. Le tableau History représente tous les états du plateau, du premier au dernier. Et il aura évidemment cette forme, un tableau de tableaux, qui contient chacun des coups effectués durant la partie. Donc on va devoir faire de nouveau remonter l'état. Vous allez maintenant écrire un nouveau composant racine appelé gam, ou plutôt game en anglais, pour afficher une liste de coups passés. C'est là que vous mettrez l'état history, qui contiendra l'intégralité de l'historique de la partie. Et ensuite, en plaçant l'état history dans le composant game, vous pouvez retirer l'état squares de son composant enfant board. Donc ça, c'est comme on l'a fait tout à l'heure, lorsqu'on a fait remonter l'état de squares à board, on va devoir faire remonter l'état de board à game. Ce composant game a ainsi le plein contrôle des données de board et peut demander à board d'afficher quelque part les coups précédents issus de history. Donc commencez par ajouter un composant game avec export default et faites-lui afficher un composant board avec un peu de balisage supplémentaire. Donc la fonction board, on va supprimer le export default et on va se diriger en bas du composant et créer une nouvelle fonction qu'on va exporter par défaut, export default, qu'on va appeler game. J'ai oublié le function, export default function game, entre parenthèses, entre accolades, et on va faire ça. Donc elle va retourner du JSX, qui sera tout d'abord une div ayant pour class name game. Bon, je vais pas tout recopier, mais... Enfin, oui, je vais pas tout recopier à la main, je vais juste copier-coller. Mais en gros, on définit une div qui contient le jeu, qui contient elle-même une div qui affichera le plateau de jeu, et une deuxième div à côté qui contiendra les informations de la partie, c'est-à-dire l'historique qu'on va faire juste là. Donc ensuite, on va faire remonter l'état et ajouter le nouvel état history. Donc on va faire is x is next égale true dans le game. Donc je vais aller dans mon composant board et juste copier ça ici. CTRL X. Je le colle ici. Et je définis un nouvel état que je vais appeler, qu'on va appeler history, set history égale use state de du coup un tableau de 9 éléments parce qu'on peut faire maximum 9 coups dans le plateau, dans le jeu. Voilà, et pareil on le définit à nul à la base, donc 9 éléments nuls. Pour afficher les cases du coup actuel, lisez le dernier tableau de cases stockées dans history. Vous n'avez pas besoin d'un useState pour ça, vous avez déjà assez d'informations pour recalculer hors du rendu. Donc en fait, vu qu'on a déjà l'historique, on peut savoir quel est le coût actuel en prenant la longueur de notre historique, moins 1. Ensuite, on va créer une fonction handlePlay au sein du composant game qui sera appelée par le composant board pour mettre à jour la partie. Et on doit aussi rajouter les props au composant board. Donc function handlePlay et les composants ici, enfin les props ici, dans le composant board. Il faut juste que maintenant que le composant board accepte chacune des props qu'on a définies juste là. Donc je remonte au composant, je lui ajoute un objet et on va lui passer ces trois variables. Voilà. Donc maintenant, vu qu'on passe en squares, vu qu'on passe en un props squares, on n'a plus besoin de ça. Donc je peux le supprimer. Et il nous reste juste la fonction handleClick. Et comme on n'a plus les deux états dans le composant board, on peut supprimer setSquares et setIsNext
par juste la fonction onPlay qu'on a passée en props, juste ici. Et ce onPlay, il prend en paramètre les next squares, donc le nouvel état quoi, qu'on veut pour le plateau. Donc maintenant le composant board est contrôlé par les props qui lui viennent du composant game. Et il ne reste plus qu'à faire la fonction handlePlay qui nous permettra de gérer l'historique. Donc là, la fonction handlePlay doit mettre à jour l'état de game pour déclencher un nouveau rendu, mais nous n'avons plus de fonction setSquare disponible, nous utilisons maintenant la variable d'état historique pour stocker cette information. Donc en fait, on n'a plus les squares directement, on a carrément les squares de tous les coups qu'on a fait depuis le début, et qui sont stockés dans la variable history. Vous aurez besoin de mettre à jour history en lui ajoutant un tableau squares à jour comme nouvelle entrée d'historique. Il faudra aussi basculer x is next, tout comme le faisait board. Donc en fait on a juste à faire set history et set is x et set x is next plutôt que set squares en fait. Donc ça on le rajoute dans la fonction handlePlay et comme tu peux le voir du coup en fait on va ajouter au tableau history les nouveaux carrés, donc le nouveau plateau de jeu pour le nouveau coup. Et en fait, cette syntaxe-là permet de retourner, ou plutôt permet de créer un nouveau tableau qui contient tous les éléments existants du coup de history, puis des éléments de next squares. Et next squares, ça va juste être un tableau. Et cette syntaxe permet en fait de retourner du coup tous les tableaux de carrés des coups précédents. Ça s'appelle la syntaxe de spread en français, ou plutôt spread operator ou spread syntax en anglais. En fait, ça permet, en résumé, ça permet d'itérer chacun des éléments dans un tableau ou dans un objet. Voilà, donc là maintenant ça remarche normalement le jeu, parce que du coup, squares, donc les carrés qu'on doit afficher actuellement, sont définis par current squares, et current squares est défini par en fait le dernier élément du tableau qu'on a dans history. Donc maintenant il ne reste plus qu'à afficher les coups passés qu'on a récupérés dans la valeur de history. Et pour cela, on va utiliser la méthode .map qui va nous permettre en fait de, à partir d'un tableau, retourner du JSX. Donc là, ça retourne un nombre, mais ça va nous retourner un tableau d'éléments en JSX. Et ces éléments JSX, ils prendront juste la valeur de notre historique. Donc, puisque vous enregistrez l'historique de la partie de tic-tac-toe, vous pouvez maintenant afficher au joueur une liste des coups passés. Les éléments React tels que button sont des objets JavaScript bruts. Vous pouvez les passer où bon vous semble dans votre application. Pour afficher une liste d'éléments en React, vous pouvez utiliser un tableau d'éléments React. Vous avez déjà dans votre état un tableau historique des coups. Il vous faut donc le transformer en un tableau d'éléments React. En JavaScript, on peut faire ça grâce à la fonction map des tableaux. Et ensuite, on n'a plus qu'à l'utiliser. Donc, utilisez map pour transformer votre historique de coups en éléments React représentant des boutons à l'écran et afficher une liste de boutons pour revenir à des coups passés. Donc, on va faire un map à partir du history et on va récupérer la valeur dans une variable qu'on va appeler move et ensuite on va afficher cette variable move dans une balise all. Donc, on va juste définir la fonction jump to comme ils l'ont fait. Voilà. Mais maintenant, on va définir move. Donc, const move égale history.map. Le point .map prend en paramètre une fonction. Cette fonction prend elle-même en paramètre chacun des éléments qui vont être itérés au cours du point .map. Donc on va l'appeler squares parce qu'en fait ça va retourner. Là si je fais par exemple ça, en fait le point .map va d'abord itérer sur le premier élément de notre tableau. Et vu que notre premier élément de notre tableau history c'est aussi un tableau, mais cette fois c'est un tableau de squares, et bien ça veut dire qu'on va récupérer les squares, donc les carrés. Et la fonction dans le point map prend un deuxième paramètre qu'on va appeler move comme dans l'exemple. Et en fait ça va être l'index actuel du tableau historique. Donc ça veut dire qu'en fait le point map il va itérer sur chacun des éléments du tableau et exécuter cette fonction du coup pour chacun de ces éléments. Et donc pour le premier élément, move va avoir
la valeur 0. Pour le deuxième élément, move va avoir la valeur 1. Et donc pour le premier élément, squares va avoir la valeur du premier élément du tableau. Puis dans la deuxième itération, squares va avoir la deuxième valeur dans le tableau history. Et ensuite, les valeurs qu'on va retourner ici, le map va les assembler. Donc ça veut dire que si je retourne 1 à chaque fois, ça veut dire que j'aurai une liste, j'aurai comme résultat une liste de 1. Donc si mon tableau est de longueur 3, je vais itérer 3 fois par-dessus ce tableau et exécuter cette fonction qui me retourne 1, et donc retourner une liste avec 3 fois 1. Mais là, du coup on ne veut pas retourner 1, on veut retourner du JSX pour pouvoir afficher un bouton à chaque fois, un bouton qui nous permettra d'aller à l'étape move, c'est-à-dire d'aller à l'étape sélectionnée, quoi. Donc on va définir une description. Cette description va prendre la valeur de aller au coup hashtag si le move est supérieur que 0. Donc si c'est pas le premier coup, on va dire aller au coup hashtag plus le numéro du move. Donc du coup, et sinon on va dire juste revenir au début, parce que ce sera le premier coup. Donc if move, donc si l'index est supérieur à 0, alors description prend la valeur de aller au coup plus move. Sinon, description prend revenir au début. Et ensuite, on va retourner une balise lit. Donc, le tableau que retournera history.map sera une liste d'éléments JSX. Et on peut faire ça du coup en faisant return le JSX, button prend onClick jump to pour dire que euh, on va au coup qu'on a cliqué. Et il reste plus qu'à faire all de move. Je l'ai oublié ça, voilà, all de move pour afficher tous les coups. Donc là, comme tu peux le voir, ça affiche bel et bien les coups. Et quand je clique sur aller au coup numéro 2, ça ne fait rien parce que pour l'instant, on n'a pas encore fait la fonction jump to du onClick. Donc ça, on va voir juste après par rapport à ce warning. Mais d'abord, en fait, là, le site, il explique du coup ce que je viens de t'expliquer, si t'as toujours pas compris, par rapport au point map. Donc en fait, lorsque vous itérez sur le tableau history au sein de la fonction que vous avez passée à point map, donc lorsqu'on itère sur cette fonction-là, l'argument square vaut tour à tour chaque élément de history, et l'argument move vaut tour à tour chaque index de l'historique, à savoir 0, 1, 2, etc., etc. Dans la plupart des cas, vous auriez besoin des données elles-mêmes, mais pour notre liste de coups, nous n'avons besoin que des indices. Donc en fait, généralement, tu as besoin d'un identifiant plutôt qu'un indice, mais nous, pour le cas d'exemple là, on va juste avoir besoin d'un indice. Pour chaque coup de l'historique de notre partie de tic-tac-toe, vous créez un élément de liste li qui contient un bouton button. Le bouton a un gestionnaire d'événements onClick qui appelle une fonction nommée jump2. Donc ça on l'a pas encore écrite, mais on l'a juste déclaré. Pour le moment, vous devriez voir une liste de coups passés de la partie, ainsi qu'une erreur dans la console de développement. Voyons ce que cette erreur de clé signifie. Donc là, on va voir la section choisir une clé. Lorsque vous affichez une liste, React stocke quelques informations sur chaque élément de liste affiché. Lorsque vous mettez la liste à jour, React a besoin de déterminer ce qui a changé. Vous pourriez avoir ajouté, retiré, réordonné ou mis à jour les éléments de la liste. Imaginez une transition depuis Lee, Alex, 7 tâches restantes, Lee, Ben, 5 tâches restantes, vers Ben, 9 tâches restantes, Claudia, 8 tâches restantes, Alexa, 5 tâches restantes. En plus des mises à jour de compteurs, un humain qui lirait ça dirait sans doute que vous avez inversé l'ordre d'Alexa et Ben et inséré Claudia entre Alexa et Ben. Seulement voilà, React n'est qu'un programme informatique et ne cherche pas à deviner quelles étaient votre intention. Vous avez donc besoin de spécifier une propriété de clé pour chaque élément de la liste afin de les différencier les uns des autres. Donc en gros, vu que c'est un programme, il comprend pas les modifications que tu as fait à ta liste de lits. Et donc, si vos données parviennent d'une base de données, les idées en base d'Alexa, Ben et Claudia pourraient être utilisées comme clés. Donc en fait, tu utilises les identifiants de tes utilisateurs, par exemple, en tant que clé lorsque tu veux afficher une liste.
Donc voilà par quoi ça se traduit. Quand votre liste est réaffichée, React prend la clé de chaque élément de liste et recherche l'élément de la liste précédente avec la même clé. S'il ne la trouve pas, React crée un composant. Donc en fait, il va comparer l'ancien état de ta liste avec le nouvel état de ta liste. S'il ne le trouve pas, il crée un nouveau composant. Et si la liste à jour n'a pas de clé qui existait auparavant, React détruit l'ancien composant correspondant. Si deux clés correspondent, le composant correspondant est déplacé si besoin. Donc en fait, ça va déplacer le composant plutôt que d'en supprimer puis de créer un nouveau composant qui sera exactement le même. Les clés informent React sur l'identité de chaque composant, ce qui lui permet de maintenir l'état d'un rendu à l'autre. Si la clé d'un composant change, il sera détruit puis recréé avec un état réinitialisé. Key est une propriété spéciale réservée par React, donc ça faut pas que tu l'utilises. Lorsqu'un élément est créé, React extrait la propriété key et la stocke directement dans l'état renvoyé, dans l'élément renvoyé. Même si key semble être passé comme une prop, React l'utilise automatiquement pour déterminer quel composant mettre à jour. Un composant n'a aucun moyen de demander la key de son parent spécifié. Donc key est une prop réservée. Nous vous conseillons fortement d'affecter des clés appropriées dès que vous construisez des listes dynamiques. Si vous n'en avez pas, envisagez de restructurer vos données pour qu'elles en comportent. Donc en fait, plutôt que d'utiliser des index, il vaut mieux utiliser des clés que toi que tu génères par exemple aléatoirement. Si aucune clé n'est spécifiée, React signalera une erreur et utilisera par défaut l'index dans le tableau comme clé. Donc en fait, ça va te mettre un warning dans ta console. Recourir à l'index en tant que clé pose problème dès que vous essayez de réordonner la liste ou d'y insérer ou retirer les éléments. Passer explicitement key égale i réduit certes l'erreur au silence, mais ne résout en rien le problème sous-jacent, c'est donc une approche généralement déconseillée. Oui, parce que si tu changes l'ordre, bah en fait ta key elle aura changé pour les éléments, et donc ça va mal réorganiser tes éléments. Donc maintenant, on va implémenter le voyage dans le temps, donc c'est-à-dire le fait de cliquer sur un bouton qui nous amène au coup numéro 2 par exemple. Donc dans l'historique de la partie tic-tac-toe, chaque coup passé a un ID unique qui lui est associé, c'est le numéro séquentiel du coup. Les coups ne peuvent jamais être réordonnés, modifiés ou insérés, il est donc raisonnable d'utiliser l'index comme clé. Donc là on va utiliser exceptionnellement l'index parce que on fait pas de réorganisation ou de, euh, ou de suppression, ni de modification. Dans la fonction game, vous pouvez ajouter la clé avec li qui égale move, et si vous rechargez le jeu affiché, l'erreur de la clé devrait disparaître. Donc là, si j'ouvre ma console et que je refresh la page, on a le warning. Maintenant, si j'ajoute ici qui égale move tout court, je sauvegarde, je refresh, on peut voir qu'il n'y a plus aucune erreur. Enfin, plus aucun warning. Voilà, donc là, c'est juste l'exemple. Donc maintenant, pour que le composant game détermine le coup que l'utilisateur veut consulter, on va devoir ajouter une variable d'état nommée currentMove qui vaudra 0 de base. Donc const currentMove, qu'on va définir tout en haut, juste en dessous de ce useState là, const currentMove, set currentMove égale useState, entre parenthèses, et on va mettre 0 pour la valeur de base. Parce que ça va être l'indice dans la variable history que cette variable représente. Mettez alors à jour la fonction jump2 dans game pour mettre à jour currentMove. Donc currentMove va être la variable, enfin va prendre la valeur que l'on passe en paramètre à jump2. Donc jump2 prend en paramètre le nextMove qui va être l'indice de nextMove. Et ensuite set x is next égale. Donc ça permet de recalculer pour afficher le prochain tour correctement et pour déterminer qui pourra jouer au prochain coup. Donc maintenant si je fais ça et que je clique sur aller au coup numéro 1, ça ne fait rien parce que en fait on réaffiche pas, on change rien dans l'état, on modifie un nouvel état qu'on fait rien avec. Mais par contre tu peux voir que en effet on change bel et bien le prochain tour. Donc on va devoir apporter des modifications supplémentaires à cette fonction, à savoir si vous revenez en arrière
puis faites un nouveau coup à partir de ce point. Vous ne voulez pas conserver l'historique que jusqu'à ce point. Donc en gros, on veut supprimer tous les coups d'après sur le coup auquel on est revenu. Au lieu d'ajouter next squares après tous les éléments, avec la syntaxe de spread operator de history, vous voudrez ajouter après les éléments de history.slice 0 entre parenthèses current move plus 1 pour ne garder que cette portion de l'historique à l'origine. Donc en gros, on va utiliser history.slice suivi de ça pour garder uniquement l'historique et jusqu'au coup en arrière. Donc si je clique sur 1 et que je clique sur une nouvelle case, et en fait ça va faire, ça aura 7, ça va set la valeur dans mon historique à, mince ça m'a perdu, à ça. Et ensuite à chaque coup il faut mettre à jour current move pour pointer sur la dernière entrée historique. Donc on va faire ça. Donc dans le handle play on va rajouter const next history égale donc syntaxe de spread operator history.slice de 0,current move plus 1 et on rajoute next squares. Ensuite on va vouloir mettre l'historique, donc changer la valeur de l'historique à l'historique actuel. Donc set history next history, voilà. Et set current move de next history.length -1. Voilà. Et enfin, il faut modifier le composant game pour afficher le coup actuellement sélectionné plutôt que de toujours afficher le dernier coup. Donc current squares va prendre la valeur de history de current move et current squares c'est les carrés qu'on est en train d'afficher actuellement. Donc on va remplacer ça par ça, je sauvegarde et donc quand je clique tu peux voir que ça me remet bel et bien sur le bon coup. Ah oui, et j'ai juste oublié de supprimer ici cette history par l'ancienne valeur, voilà, donc ça c'est bon. Et voilà, parce qu'en fait on veut le nouvel historique créé lorsqu'on clique sur handle play, enfin lorsque le handle play est appelé, c'est-à-dire lorsqu'on va cliquer sur une des cases. Donc maintenant si je fais un test et que je reviens au coup numéro 1 par exemple et que je continue, on peut voir que ça m'a bel et bien supprimé la suite de l'historique et remis au coup du coup numéro 2. Voilà, maintenant il reste juste un dernier truc à faire, c'est si vous observez attentivement le code, vous remarquerez peut-être que x is next égale true quand current move est pair et que x is next égale false quand current move est impair. Soit en d'autres termes, si vous connaissez la valeur de current move, vous pouvez toujours déduire celle de x is next. Il n'y a dès lors aucune raison de stocker deux informations de l'état. En fait, vous devriez activement rechercher à ne rien stocker de redondant. Donc en fait, tu veux éviter d'avoir deux fois un état qui, qui utilise un même état de base. Donc là, on va pouvoir supprimer set x is next et le calculer directement avec cette formule-là. Donc const x is next égale current move modulo 2 qui est égal à 0. Donc si le reste de la division de current move divisé par 2 est égal à 0, alors ça retourne vrai. Et ensuite, du coup, on peut supprimer set x is next et set x is next ici, donc dans handle play et dans jump to. Et maintenant, c'est bon, l'application marche. Et maintenant, en plus de ça, oui, il n'y a pas de problème parce que ils ne vont pas se désynchroniser. Enfin, x is next ne va jamais se désynchroniser de current move. Voilà, donc tu as réussi maintenant à faire ton premier projet en React et à comprendre et à voir comment est-ce qu'on utilise les useStates, comment faire passer des props, comment marchent les bases de React. Et si maintenant tu as besoin d'aide pour t'améliorer et qu'à un moment tu te sens perdu dans ton parcours en React, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description parce que je propose du coaching. Donc en fait, pendant 30 jours, je vais t'accompagner pour que tu puisses progresser le plus rapidement possible sans être perdu et qu'en plus de ça, tu puisses comprendre chaque ligne de code que tu produis. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment penser en React. Donc je verrai aussi pas à pas ce que la documentation React dit.